pauvre serveuse a emmené un sans-abri au mariage de son ex, mais elle a failli s'évanouir en découvrant qu'il était millionnaire. Élodie avait appris à lire les humeurs du jour à travers les nuages. Ce matin-là, les teintes lourdes du ciel annonçaient encore une pluie grise et silencieuse, la même qui ruisselait sur les carreaux de la petite cuisine de son appartement au dernier étage d'un immeuble ancien de la rue de Marseille, à Lyon. Elle enfila son tablier froissé et jeta un dernier regard à sa mère allongée dans le canapé-lit, son visage blême à peine éclairé par la lampe de chevet. Le flacon de médicaments vide sur la table témoignait d'une nuit agitée. Élodie resserra le gilet sur ses épaules et sortit sans un mot, son cœur lesté par la fatigue et les jours qui se répétaient. Le café des Canuts n'avait rien de spécial. Des chaises branlantes, un comptoir ébréché, une machine, à café capricieuse. Mais c'était là qu'Élodie passait la plupart de ses heures, entre les clients pressés du matin et les habitués solitaires de l'après-midi. Elle y était la serveuse invisible, celle qui souriait sans éclat, qui apportait les commandes sans faire de bruit, et qui disparaissait dès que les lumières s'éteignaient. Ses collègues ne connaissaient rien d'elle, sinon qu'elle arrivait toujours à l'heure et refusait de partager les pauses pour rentrer s'occuper de sa mère. Autrefois, il y avait eu Antoine. Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans un cours d'histoire de l'art. Lui, fils de notable lyonnais, elle, boursière discrète. Le contraste avait séduit puis épuisé leur relation. Élodie avait tenté de se fondre dans les dîners guindés, les réceptions politiques, les voyages programmés au millimètre. Mais elle s'y était perdue. Quand sa mère était tombée, malade, elle avait tout laissé pour s'occuper d'elle, et Antoine n'avait pas su ou voulu suivre. Leur rupture, brutale, avait laissé une cicatrice profonde que ni le travail, ni les heures passées à lire auprès de sa mère ne parvenaient à refermer. Elle vivait depuis dans une sorte d'ombre douce, où les rêves s'étaient tassés pour faire place à l'urgence des factures, à l'achat de médicaments en promotion, aux recettes improvisées de soupes nourrissantes. Les rares moments où elle respirait vraiment étaient ceux volés aux premières lueurs du matin, lorsque tout dormait encore, et qu'elle écrivait de petites histoires dans un cahier à spirale, caché entre deux piles de linge. Ce matin-là, une lettre l'attendait sur le comptoir du café. Une enveloppe ivoire, rigide, élégamment calligraphiée. Son prénom y était inscrit avec une précision presque insolente. Elle la retourna, intriguée. C'était une invitation. Mariage d'Antoine Delamarre et Camille Vernier, samedi prochain. Château de Saint-Alban, cérémonie à 15h, cocktail à 17h. Le carton brillait sous la lumière artificielle du néon. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le souffle court, elle s'adossa au mur et tenta de ravaler l'amertume qui lui serrait la gorge. L'odeur du café brûlé lui rappela qu'elle devait retourner en salle. Elle rangea l'enveloppe dans son sac et reprit son service comme si rien n'avait changé. Mais tout, en elle, avait bougé. Le souvenir d'Antoine, son rire contenu, la manière qu'il avait de corriger doucement ses erreurs de conjugaison, tout revenait en vrac, mêlé à l'image glaciale de Camille, la fille du sénateur Vernier, celle que l'on disait parfaite, cultivée, future députée. Et elle, Élodie, que serait-elle ce jour-là? Une silhouette parmi d'autres, une note de bas de page dans une histoire qui ne lui appartenait plus. Pourtant, au fond d'elle, une idée étrange naissait. Et si elle y allait? Non pas pour lui, ni pour la confrontation, mais pour elle. Pour se prouver qu'elle n'était pas restée figée dans ce passé. Elle n'avait personne à qui en parler. Ses collègues l'auraient jugée, sa mère l'aurait découragée. Elle se surprit à rêver, l'espace d'un instant, dit apparaître fière, droite, méconnaissable, mais à mesure que la journée avançait, la question silencieuse devenait plus pressante. Avec qui y aller? Elle ne connaissait plus personne, et l'idée d'y arriver seule face à tant de regards la paralysait. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, la pluie tombait en rideaux denses. Elle trouva sa mère endormie devant une vieille série. Élodie s'assit à ses pieds, en silence. Le carton d'invitation brillait encore dans son sac comme un défi. Elle se sentait minuscule, mais une lueur ténue persistait au creux de son ventre. Elle ignorait ce qu'elle ferait, mais elle savait que, pour une fois, elle voulait exister autrement que dans l'ombre. Le jour suivant s'annonçait encore plus morne. Une fine bruine glissait sur les pavés de la vieille ville, et les passants couraient entre les gouttes, parapluies trop petits ou manteaux relevés à la hâte. Élodie, quant à elle, avançait d'un pas mécanique. L'invitation,
rangée dans le tiroir de sa table de nuit comme une bombe à retardement. Elle y pensait sans cesse, mais n'osait plus la regarder. Les mots dansaient encore dans sa tête. Château de Saint-Alban, cocktail à 17 heures. Elle n'avait ni robe ni chaussures adaptées, encore moins un partenaire, à sa hauteur. Pourtant, une part d'elle refusait de céder à la peur. Au café, les clients s'enchaînaient dans une litanie familière. Certains la remerciaient à peine. D'autres ne levaient même pas les yeux. C'était dans ces moments qu'elle sentait le plus vivement son anonymat. Elle pouvait disparaître au milieu des tasses empilées, des serviettes tachées de rouge à lèvres, et personne ne s'en soucierait. Mais ce carton d'invitation, par sa simple existence, semblait dire le contraire. Il disait qu'elle comptait au moins assez pour que son nom figure parmi les invités. Peut-être pas par volonté directe d'Antoine, mais le fait était, à la Sam, elle avait été conviée. Et cette invitation prenait soudain les allures d'un passage à travers le miroir. Elle se surprit à observer les couples dans le café. 2 étudiantes riaient à une table du fond, partageant une crêpe, au sucre. Un homme d'âge mûr lisait un journal pendant que sa compagne sirotait un chocolat chaud en silence. Même les disputes, comme celle de 2 trentenaires près de la fenêtre, avaient quelque chose de vivant. Elle ne partageait plus rien avec personne. Son monde était peuplé de silence, de rendez-vous médicaux, de courses à petits, budgets et de nuits trop courtes. L'idée de se rendre seule à ce mariage lui faisait peur, mais surtout elle l'humiliait. L'image d'elle, debout au milieu d'une foule brillante, sans bras sur lequel s'appuyer, la pétrifiait. Après son service, elle resta assise dans le vestiaire, les mains sur les genoux, à fixer le carrelage écaillé. Elle se força à faire le point. Elle avait 3 jours. 3 jours pour trouver une solution ou renoncer. Mais renoncer aurait signifié admettre qu'elle n'était pas capable d'affronter son passé, et Élodie en avait assez de fuir. Elle pensa à Clara, une ancienne amie de fac qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle retrouva son numéro dans un vieux carnet, hésita puis composa. Clara répondit avec chaleur, heureuse de retrouver Élodie après tout ce temps. Elles échangèrent quelques banalités, puis Élodie évoqua le mariage, en tâchant de rester vague. Mais dès qu'elle mentionna le nom d'Antoine, Clara s'exclama « Tu vas à ce mariage-là ? Tout le monde en parle. Ce sera un défilé de politiciens et de journalistes. » La voix joyeuse de Clara se fit soudain plus distante, comme si elle venait d'un autre monde. Élodie comprit que sa vieille amie ne serait d'aucune aide. Le lendemain, alors qu'elle rentrait d'un détour par la pharmacie, elle passa par la petite place près de l'église Saint-Paul. C'était un lieu qu'elle affectionnait, malgré sa modestie. Quelques bancs, une fontaine centrale, des arbres frêles. Elle s'y arrêtait parfois après les courses, le soir, pour respirer un peu avant de rentrer. Ce soir-là, un homme assis sur le banc le plus éloigné lisait à la lueur d'un réverbère. Il portait un manteau élimé, un bonnet tiré bas sur le front, et ses bottes étaient couvertes de boue séchée. Il n'avait pas l'apparence d'un mendiant agressif. Au contraire, il semblait presque invisible, comme s'il avait appris à se faire oublier. Elle le voyait souvent là, toujours avec un livre entre les mains. Il ne tendait jamais la main, ne demandait rien, ne parlait à personne. Un soir, elle avait laissé une part de tarte sur le banc, et le lendemain, elle avait retrouvé l'assiette propre, posée sur le rebord de la fontaine. Ce soir-là, elle avait dans son sac un pot de soupe qu'elle avait préparé pour sa mère, mais cette dernière avait refusé de manger. Élodie, sans trop réfléchir, s'approcha. « Vous avez faim ?» L'homme leva les yeux, surpris, mais sans crainte. Il la fixa un instant, puis hocha la tête doucement. « Ce serait avec plaisir. » Elle lui tendit le pot, qu'il accepta avec une certaine élégance, malgré ses doigts sales. Il murmura un merci discret, presque inaudible. « Je m'appelle Élodie, » dit-elle après un moment de silence. « Luc, » répondit-il simplement. Ils restèrent là quelques instants. Elle debout, lui assis, le pot de soupe fumant entre ses mains. Il avait une voix calme, grave, presque mélodieuse. Quand elle s'éloigna, elle se rendit compte qu'elle souriait. Un sourire sincère, le premier depuis longtemps. Le lendemain, elle le retrouva au même endroit, à la même heure. Cette fois, elle apporta 2 parts de quiche et 2 verres de jus. Ils parlèrent un peu. De livres, de musique, de Lyon. Luc était cultivé, précis dans ses mots. Elle n'osa pas lui poser de questions personnelles, et lui ne posa aucune sur elle. Mais dans leurs échanges, quelque chose se tissait, une étrange familiarité sans poids. Ce fut le 3e soir qu'elle lança l'idée. C'était absurde, irréfléchi, peut-être même ridicule.
mais les mots sortirent d'eux-mêmes. « Je dois aller à un mariage samedi, et je n'ai personne pour m'accompagner. » Luc la fixa, un peu surpris. « Vous me le demandez à moi ?» Elle haussa les épaules, rouge. « Je sais que c'est bizarre. Je n'ai rien à vous offrir. Et je comprends si vous refusez, mais je me suis dit, peut-être que vous voudriez voir autre chose, juste une fois. » Luc ne répondit pas immédiatement. Il reposa son verre, plissa les yeux. Puis il sourit. Un sourire franc, presque enfantin. « D'accord, j'accepte. » Ce n'était qu'un mot, mais pour Élodie, ce fut une bouffée d'air pur. Un début de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qui avait le goût doux et fragile de l'espoir. Le jeudi soir arrivait avec une fraîcheur plus mordante que d'habitude. Les feuilles humides collaient au pavé, et les réverbères vacillaient, comme fatigués par l'humidité constante qui semblait imprégner la ville depuis plusieurs jours. Élodie termina son service en silence, le corps fourbu, les mains encore brûlées par la vapeur des assiettes trop chaudes, le dos douloureux d'avoir courbé toute la journée. Mais une chose l'attendait ce soir. Luc. Depuis qu'elle avait prononcé cette étrange invitation, ses pensées étaient devenues plus fébriles. Une part d'elle se demandait s'il allait réellement venir. Et si oui, dans quel état, avec quels vêtements, avec quelle réaction à l'improbable proposition qu'elle lui avait faite. Elle arriva sur la place un peu plus tôt que d'habitude. Luc n'était pas encore là. Elle s'assit sur le bord de la fontaine, frottant ses mains l'une contre l'autre pour se réchauffer. Le silence n'était interrompu que par quelques pas précipités de passants, trop pressés pour remarquer la jeune femme solitaire assise là, puis elle entendit la voix qu'elle reconnaissait désormais presque instinctivement. « Vous m'attendiez ?» Luc était là, ses yeux calmes dans l'ombre de son bonnet. Il tenait une sacoche en cuir élimé à la main, et son manteau semblait légèrement plus propre que les jours précédents. Il avait dû le brosser ou l'essuyer avec soin. Un détail minuscule, mais qui, pour Élodie, revêtait une immense signification. « Je voulais vous voir avant samedi. Vous êtes toujours d'accord ?» Luc hocha la tête. « Je n'ai pas changé d'avis. Mais je dois vous demander, pourquoi moi ? Vous ne me connaissez pas. » Élodie chercha ses mots. Ce n'était pas une question à laquelle elle s'attendait, mais elle comprenait qu'il la pose. Parce que vous êtes quelqu'un de différent. Vous n'avez rien demandé. Vous n'avez jamais tenté de me tirer quelque chose, ni même de m'attendrir. Vous lisez, vous écoutez, et je me suis senti à l'aise avec vous sans savoir pourquoi. Luc sourit sans ironie. C'est une belle raison, mais cela va attirer des regards, vous savez. Une jeune femme et un type comme moi, au milieu d'un mariage de la haute société lyonnaise. Justement, dit-elle, que les gens regardent, qu'ils s'interrogent. Pour une fois, j'aimerais que ce soit moi qui impose le mystère. Luc acquiesça pensif. Il n'avait rien d'un homme facile à lire. Ses yeux sombres semblaient traverser les murs du silence. Il ne posait jamais de questions personnelles, mais chaque mot qu'il offrait portait le poids d'une intention. « Nous devons vous habiller, dit-elle soudain. Un t-shirt et une veste de survêtement ne feront pas illusion. » Il éclata de rire. Un rire bref, surpris mais sincère. « J'ai un vieux costume dans une valise. Il n'a pas vu la lumière depuis longtemps, mais je pense qu'il fera l'affaire. Je pourrais aussi me raser. Ça pourrait aider à votre mise en scène. » « Ce n'est pas une mise en scène, dit-elle doucement. Pas pour moi. » Ils passèrent les heures suivantes à discuter des détails pratiques. Élodie proposa qu'ils se retrouvent à la gare, samedi en fin de matinée. Elle apporterait des vêtements de rechange, du gel, une brosse, quelques produits qu'elle pourrait emprunter ou acheter discrètement. Luc accepta sans protester, comme s'il savait que refuser serait une offense à la confiance qu'elle lui accordait. Les jours précédant le mariage furent un tourbillon discret pour Élodie. Elle jonglait entre ses horaires au café, les soins à sa mère et les courses silencieuses pour préparer ce moment qui, d'une certaine façon, semblait disproportionné par rapport à sa propre existence. Elle emprunta une robe noire à une collègue de travail qui pensait qu'elle allait à une communion. Elle passa une après-midi entière à cirer de vieilles chaussures oubliées au fond de son placard, et elle se rendit dans une boutique de seconde main pour acheter une chemise blanche et une cravate usée, mais encore élégante. Samedi arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle déposa sa mère chez une voisine de palier sous prétexte d'une réunion syndicale. Puis elle prit un tramway jusqu'à la gare de Perrache. Le hall sentait le café tiède et la pluie. Luc était déjà là, assis sur un banc, sa sacoche posée à ses pieds. Il avait l'air calme, presque solennel. Quand elle s'approcha, il se leva immédiatement. « Prêt ?»
demanda-t-elle. Aussi près que possible. Ils se dirigèrent vers les toilettes de la gare. Élodie attendit à l'extérieur pendant que Luc se changeait. Elle tenait une trousse de toilette dans une main, son manteau sur l'autre bras, tapotant nerveusement le sol du pied. 15 minutes passèrent, puis 20. Quand enfin il sortit, elle resta muette. Luc, dans ce vieux costume gris aux épaules un peu larges, avait tout d'un homme transformé. Rasé de près, les cheveux peignés en arrière, il semblait avoir rajeuni de plusieurs années. Ses yeux conservaient cette même intensité, mais tout en lui respirait une élégance oubliée. Ce n'était pas une métamorphose totale, mais un dévoilement. Comme si ce qu'il était vraiment avait toujours été là, caché sous la crasse et les jours passés dans le vent. « Est-ce que ça ira » demanda-t-il avec un demi-sourire. Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle hocha la tête, lentement. Oui, cela irait. Mieux encore, cela allait désarmer. Elle sentait déjà les regards, les chuchotements. Mais Luc ne serait pas un simple accompagnateur. Il serait un mystère, un paradoxe à lui seul. Ils prirent un train régional en direction de l'ouest. Une fois assis, Élodie consulta l'adresse sur l'invitation. Le château de Saint-Alban se trouvait à quelques kilomètres d'une petite gare. De là, il prendrait un taxi. Luc observait le paysage par la vitre, silencieux, absorbé. Elle se demanda ce qu'il pensait, ce qu'il attendait de tout cela. Mais elle n'osa pas demander. Elle savait déjà que cet homme ne livrerait rien par hasard. Pendant le trajet, ils échangèrent peu. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais presque complice. Élodie sentait son cœur battre plus vite à mesure que le château approchait. Bientôt, elle reverrait Antoine et Camille, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, l'avaient vue partir par la petite porte. Mais elle ne serait pas seule. Et cette simple pensée suffisait à redresser ses épaules et à fixer son regard devant elle. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, elle allait affronter son passé en marchant aux côtés de quelqu'un. Pas un protecteur, pas un amoureux, mais un homme debout, choisi par elle. Et rien que cela avait déjà le goût d'une victoire. L'horloge de la gare battait midi pile lorsque le train s'arrêta devant la petite station de campagne. Le nom de la ville, gravé sur un panneau en bois, était à moitié effacé par le temps. Le ciel menaçait pluie, mais se contenait encore. Élodie et Luc descendirent en silence, chacun portant une part invisible du poids que représentait cette journée. Ils avancèrent lentement jusqu'à la sortie, où un taxi les attendait déjà, le moteur tournant paresseusement. Le chauffeur, un homme aux cheveux gris et au regard indifférent, ne posa pas de questions en voyant Luc. Son regard glissa simplement de lui à Élodie, puis à leur destination inscrite sur la feuille que la jeune femme lui tendit. Le trajet vers le château se fit sans parole. Élodie observait le paysage défiler par la vitre embuée, les collines vertes, les routes bordées d'arbres nus, les vieilles fermes repliées sur elles-mêmes. Tout semblait figé dans une sorte d'hiver suspendu. À ses côtés, Luc gardait les mains croisées sur les genoux, le regard fixe sur l'horizon. Il avait ce calme profond des gens qui ont traversé plus de tempêtes qu'ils ne peuvent en raconter. Sa tenue, bien que modeste, lui conférait une allure singulière. Rien en lui n'évoquait le misérable. C'était comme si l'homme des bancs publics avait disparu sous la peau d'un inconnu aux manières mesurées. Ils arrivèrent aux grilles du château de Saint-Alban un peu avant 13 heures. L'édifice, grandiose mais sobre, se dressait au milieu d'un parc étendu. Les invités arrivaient déjà par groupes de 2 ou 3, en voitures élégantes ou en berlines de location. Un ballet discret de tenues soyeuses, de costumes sombres et de talons sur les graviers rythmait l'avant-cour. Le taxi s'immobilisa près de l'entrée. Élodie inspira profondément, jeta un regard à Luc. « C'est le moment », murmura-t-elle. Luc hocha la tête, ouvrit la portière sans précipitation. Lorsqu'il sortit, la lumière pâle du jour accrocha le col de sa veste, révélant le tissu brossé, les coutures encore solides malgré les années. Il se tenait droit, les épaules légèrement en arrière, comme s'il entrait dans une scène qu'il connaissait mieux qu'il ne le laissait paraître. Élodie descendit à son tour, ajusta sa robe et marcha à ses côtés jusqu'à l'entrée principale. Plusieurs regards se tournèrent immédiatement vers eux. Des regards qui n'avaient rien de neutre, des regards qui jaugeaient, qui interrogeaient, qui murmuraient, sans un mot. Luc les sentit, sans doute, mais n'en montra rien. Il avançait d'un pas égal, la tête haute, comme s'il appartenait pleinement à ce monde qu'il observait.
À l'intérieur, le décor était somptueux. Lustres anciens, tentures en velours, fleurs blanches sur des colonnes de marbre. Des serveurs en gants passaient déjà avec des plateaux de champagne. Une musique classique flottait, discrète, depuis un quatuor installé dans un coin du grand hall. Élodie se sentait minuscule, étrangère. Mais Luc, lui, semblait parfaitement à sa place. Il ne regardait ni à gauche ni à droite, mais observait tout. Pas comme un curieux, mais comme un homme qui reconnaissait les codes. Camille fit son apparition la première. Elle portait une robe ivoire à col bateau, élégante mais sans éclat excessif. Elle parlait à deux femmes plus âgées lorsqu'elle aperçut Élodie, et son regard se figea un instant. Un sourire calculé se dessina aussitôt sur ses lèvres. Elle glissa une phrase aux dames, puis s'approcha, le pas léger mais rapide. « Élodie, quelle surprise de te voir ici. Tu es ravissante. » Le ton était mielleux, l'accent poli, mais tout dans son regard hurlait d'ironie. Elle jeta un œil rapide à Luc, puis revint à Élodie. « Et voici ?»« Luc » répondit Élodie simplement. Luc inclina légèrement la tête, sans ajouter un mot. Camille soutint son regard une seconde de trop, puis recula avec un sourire figé. « Profitez bien de la fête. Antoine sera ravi de vous voir. » Elle tourna les talons, son dos droit comme un javelot. Luc se pencha vers Élodie. « Elle joue bien son rôle. »« Toujours, » répondit-elle en serrant la mâchoire. La cérémonie devait commencer dans une demi-heure. Les invités se dirigeaient lentement vers les jardins, où une arche blanche attendait les mariés. Élodie et Luc suivirent le flot. Ils s'assirent sur une rangée latérale, suffisamment proche pour voir, suffisamment loin pour ne pas attirer davantage l'attention. Mais l'attention les suivait malgré eux. Quelques regards se retournaient, des murmures discrets circulaient, des visages familiers apparaissaient, anciens amis d'Antoine, professeurs de l'université, politiciens locaux, puis vint Antoine. Il descendit les marches de la terrasse supérieure, vêtu d'un costume 3 pièces couleur anthracite. Il avait le port altier, le sourire étudié. Mais lorsqu'il vit Élodie, son visage se crispa imperceptiblement. Il ne s'arrêta pas, continua son avancée vers l'arche, saluant quelques invités en chemin. Mais Élodie avait vu. Il l'avait reconnue. Et il l'avait vue avec Luc. La cérémonie fut courte. Des mots sur l'amour, l'engagement, la construction d'un avenir commun. Le vent remuait légèrement les rideaux blancs suspendus. À l'arche, Camille avançait vers Antoine avec grâce, un bouquet simple à la main. Ils échangèrent leurs vœux. Les applaudissements éclatèrent. Mais Élodie n'applaudit pas. Elle regardait Luc, qui observait tout avec une intensité étrange. Il ne souriait pas. Il n'était ni impressionné ni ému. Il semblait ailleurs, mais pas absent. Présent dans une couche plus profonde de cette réalité. Après la cérémonie, le vin d'honneur fut servi dans une orangerie attenante. Élodie s'y rendit avec Luc, toujours accompagné de ses regards insistants. Ils se postèrent près d'une des grandes fenêtres. Un serveur leur proposa des coupes. Luc en prit une, la tendit à Élodie. « Tu trembles ?»« J'ai froid, mentit-elle. »« Non, tu es en train de faire quelque chose de très difficile, mais tu tiens debout. » Elle baissa les yeux. Ce n'était pas un compliment vide. C'était une reconnaissance, une vérité simple et nue. Puis, soudain, un frémissement dans la foule. Une voix masculine derrière eux retentit. Une voix marquée par la surprise, la reconnaissance, presque l'incrédulité. « Louis ?» Luc se retourna lentement. Un homme d'une 50aine d'années s'approchait, les sourcils froncés, le regard affûté. « Louis Marchand ?» Élodie sentit son cœur rater un battement. Luc, ou Louis, ne répondit pas immédiatement. Puis il sourit, un sourire sans chaleur. Cela faisait longtemps, Henri. Et dans cette seconde suspendue, tout le château sembla retenir son souffle. Le nom résonna comme une détonation silencieuse dans l'orangerie. Les conversations se turent peu à peu, comme si une onde s'était propagée à travers les murs chargés de décorations florales et de murmures mondains. Le nom de Louis Marchand n'était pas inconnu à ceux qui composaient cette assemblée. Il appartenait à l'histoire d'une des familles les plus anciennes et respectées du Bordelais, une dynastie discrète mais puissante, propriétaire de vignobles renommés depuis des générations. Mais ce nom avait disparu des journaux, des soirées et des salons privés depuis près d'une décennie, laissés à l'ombre par un scandale évoqué à demi-mot et une disparition volontaire. Luc, ou plutôt Louis, resta debout, impassible,
face à l'homme qu'il avait reconnu. Henri Delaunay, ancien associé de son père, le regardait comme on regarde un fantôme. Son visage trahissait la surprise mêlée d'une prudence nerveuse. Élodie, figée, observait les deux hommes, incapable de comprendre ce qui venait de se briser autour d'eux. « Tu es vivant » murmura Henri, comme s'il avait besoin de le dire à haute voix pour y croire. « Tu es là ? Ici ?» Louis inclina légèrement la tête. Il paraît. Des invités s'étaient rapprochés, sentant qu'un moment inhabituel était en train de se produire. Camille, alertée par le changement d'atmosphère, se tourna vers la scène. Antoine, à quelques pas d'elle, fronça les sourcils et s'approcha lentement, jetant des regards autour de lui. Le murmure se fit plus dense. Élodie sentit des dizaines de paires d'yeux se poser sur elle, tentant de deviner quel rôle elle jouait dans cette révélation inattendue. « Pourquoi maintenant ?» demanda Henri, la voix tendue. « Ce n'était pas prévu, » répondit Louis. « Je suis ici pour accompagner une amie, rien de plus. Et tu ne t'es pas dit que ta présence pourrait déclencher tout cela ?» Louis haussa les épaules. « Ce n'est pas moi qui ai crié mon nom à travers la salle. » Henri recula d'un pas, confus. Camille, qui avait approché sans bruit, saisit le bras d'Antoine et chuchota quelque chose. Antoine pâlit. Ses traits se durcirent. Il fendit la foule et se planta devant Louis sans même accorder un regard à Élodie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix basse mais tranchante. Louis croisa les bras. « J'accompagne Élodie. Tu t'en souviens, j'espère ?» Antoine tourna enfin les yeux vers elle, mais ce fut un regard glacial, distant, comme s'il cherchait à effacer le passé d'un seul mouvement de paupières. « Tu ne pouvais pas trouver quelqu'un d'un peu plus adapté ?» lança-t-il, avec un sourire amer. « Je n'ai pas besoin de justifier mes choix, » répondit-elle calmement, « et certainement pas devant toi. » La tension monta d'un cran. Les convives, bien que feignant l'indifférence, formaient désormais un demi-cercle autour d'eux. Le murmure s'était mué en une attente. Le silence, lui, devenait de plus en plus dense, presque douloureux. « Tu ne peux pas revenir. »« Comme ça, Louis, » intervint Camille. « Tu ne peux pas faire irruption ici au mariage d'Antoine, comme si... »« Comme si quoi ?» répliqua Louis. « Comme si je n'avais jamais existé, comme si vous pouviez réécrire l'histoire à votre guise ?» Un éclair passa dans son regard. Pas de colère brute, mais une fermeté nouvelle, celle d'un homme qui avait longtemps fui mais qui, aujourd'hui, refusait de baisser les yeux. « Je ne suis pas ici pour me venger, ni pour me faire remarquer. Je suis venu parce qu'Élodie m'a invité. Et je ne regrette pas une seconde d'avoir accepté. » Il se tourna vers elle et son regard, dans cet instant, balaya le tumulte environnant. Il y avait une sincérité nue, dénuée de calcul ou de mise en scène. « Je ne savais pas que ça se passerait ainsi, » dit-il à voix basse, « mais peut-être que c'était nécessaire. Pourquoi tu ne m'as jamais dit qui tu étais vraiment ?» demanda-t-elle, incapable de masquer le tremblement dans sa voix. « Parce que je ne voulais plus être Louis. Je voulais juste exister sans nom, sans fardeau. Tu m'as offert ça, Élodie. Un regard sans attente, un bol de soupe sans arrière-pensée. » Autour d'eux, les visages commençaient à se détourner mal à l'aise devant une scène trop humaine pour rester un simple spectacle. Les serveurs hésitaient à continuer leur ronde, la musique avait cessé et même le quatuor semblait retenu dans un souffle commun. Henri tenta de reprendre contenance, jetant un regard vers Camille, puis vers Antoine. « Tu comptes revenir ?»« Dans les affaires, Louis. Reprendre ce que ton père t'a laissé ? Je n'ai pas encore décidé, dit-il, mais je n'ai jamais cessé d'observer, de lire les rapports, de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et je peux vous assurer d'une chose, ce que j'ai vu ne m'a pas donné envie de redevenir l'héritier obéissant. » Camille s'avança d'un pas, son visage durci par une colère maîtrisée. « Tu veux faire quoi alors ? Tout détruire ? Nous faire chanter ?» Louis secoua la tête. « Vous êtes obsédé par le contrôle. Moi, je suis simplement venu rappeler que je suis vivant et que les fantômes parfois reviennent avec des yeux neufs. » Il tendit la main à Élodie. « On n'a plus rien à faire ici, tu viens ?» Elle hésita un instant. Mais lorsqu'elle posa sa main dans la sienne, le cercle de convives se fendit sans qu'un mot soit prononcé. Ils quittèrent l'orangerie, laissant derrière eux un silence que personne n'osa briser. Dehors, le ciel avait éclaté. La pluie tombait drue, mais Élodie ne sentait rien. Elle marchait à côté de Louis, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que le monde autour d'elle n'avait plus le pouvoir de la réduire. Ce n'était plus une spectatrice.
Elle venait de devenir une actrice, d'une histoire dont elle ignorait encore l'issue, mais qui n'appartenait désormais qu'à elle. Le vent soulevait des tourbillons de feuilles humides autour d'eux, tandis qu'Élodie et Louis traversèrent le parc silencieux qui bordait le château. La pluie fine mais insistante trempait peu à peu les épaules de sa robe et s'infiltrait dans les coutures du vieux costume de Louis. Ils n'échangeaient pas un mot, mais la tension entre eux n'était pas de la colère. C'était une attente, un silence chargé de ce qui devait être dit, mais qui ne pouvait être prononcé à la légère. Ils s'arrêtèrent près d'un petit bâtiment en pierre, probablement un ancien pavillon de chasse reconverti en salle de stockage. Louis poussa la porte entr'ouverte, fit signe à Élodie d'entrer. L'intérieur était sombre, rempli d'anciens meubles recouverts de draps, d'outils rouillés et d'odeurs de bois mouillé. Il alluma la lampe torche de son téléphone et s'assit sur un vieux fauteuil. Élodie resta debout quelques instants, puis s'assit en face de lui, sur une malle poussiéreuse. Il la regarda longuement, comme pour s'assurer qu'elle était prête à entendre ce qu'il allait dire. « Tu as entendu ce nom, Louis Marchand, dit-il enfin. Tu ne l'as jamais entendu dans les journaux, et pourtant, il a fait couler beaucoup d'encre à une époque. C'était le mien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de le laisser derrière moi. » Élodie, trempée et glacée, sentit une étrange chaleur monter en elle. Pas de colère, pas encore, mais une morsure de trahison, oui. Ce n'était pas tant qu'il ait caché son identité, mais qu'il ait construit avec elle une relation basée sur un effacement total de ce qu'il avait été. Elle ne répondit pas. Elle voulait qu'il continue, qu'il dise tout sans interruption. J'étais l'unique héritier de l'un des plus anciens domaines viticoles de Bordeaux. Mon père, Claude Marchand, dirigeait l'Empire avec une poigne d'acier. On attendait de moi que je reprenne, que je fasse fructifier, que je continue la légende. J'ai suivi les règles. J'ai étudié à Sciences Po, j'ai travaillé dans les filiales, j'ai assisté à tous les dîners d'affaires, jusqu'à ce que je découvre ce que mon père faisait réellement avec les profits. Il se leva, marcha lentement dans la pièce, les mains dans les poches, le dos voûté par le poids du souvenir. Corruption, évasion fiscale, partenariat mafieux, et surtout, exploitation de travailleurs dans nos propriétés à l'étranger. J'ai tenté de le confronter. J'ai voulu tout arrêter. Il m'a ri au nez. Et quand j'ai menacé d'en parler, il m'a coupé les vivres, m'a discrédité dans le conseil d'administration et a fait courir la rumeur que j'avais perdu la raison. Il se tourna vers elle, les yeux sombres, mais clairs dans leur résolution. Alors je suis parti sans rien. J'ai vidé un compte oublié, pris un sac et j'ai fui. J'ai vécu dans des villes différentes, changé de nom, accepté les travaux les plus humbles. Je pensais qu'en disparaissant, je leur volais ce qu'ils voulèrent le plus, le contrôle sur moi. Et tu pensais quoi? Que tu allais pouvoir t'enfuir toute ta vie? Dit-elle enfin, la voix tremblante. Je n'avais pas l'intention de revenir, Élodie, pas avant d'être prêt. Et je ne l'étais pas. Pas jusqu'à ce que tu m'invites à ce mariage. Ça m'a forcé à regarder ce que j'étais devenu. Pas un fugitif, mais un lâche. Et je ne voulais plus l'être. Elle se leva d'un bond. Alors tu t'es servi de moi pour revenir? Non, je te le jure, je ne savais pas que ce Henri serait là. Je n'imaginais pas qu'on me reconnaîtrait dans une foule aussi nombreuse. J'ai accepté ton invitation parce que tu m'as regardé comme personne ne l'avait fait depuis des années. Tu ne voulais rien de moi. Tu ne m'as jamais posé de questions. Tu m'as juste vu. Elle s'éloigna de lui, se planta sous une fenêtre où ruisselait la pluie. Et maintenant, tu comptes redevenir Louis Marchand? Reprendre ta place? Venger ton passé? Il ne répondit pas tout de suite, puis d'une voix posée, il dit « Je ne sais pas. Je veux comprendre d'abord. Observer ce qu'il reste de mon nom, de mon héritage, et voir s'il y a quelque chose à sauver. Mais je ne peux plus me cacher. Pas après ce que j'ai vu aujourd'hui. Ces gens, ces alliances, Camille, Antoine, même Henri, ils ont reconstruit un monde sur les cendres du mensonge, et ils ont voulu l'orner de fleurs blanches. » Élodie ferma les yeux. Une tempête grondait en elle. Elle ne savait plus qui était cet homme devant elle. Le lecteur silencieux du parc, le compagnon discret du train, ou cet héritier déchu revenu d'entre les ruines. Elle s'assit à nouveau, lentement. « Tu sais que j'ai cru pendant un moment que tu étais un ancien professeur ou un poète oublié ou un homme ruiné par une histoire d'amour. Mais je n'aurais jamais imaginé ça. Jamais. »« Moi non plus, dit-il. Je ne savais pas que je te dirais tout ça. Mais je ne pouvais pas continuer à marcher à côté de toi en cachant qui j'ai été. » Un silence s'installa.
dehors, la pluie redoublait. Élodie frissonna. Louis enleva sa veste et la lui tendit. Elle l'accepta, sans un mot. Elle sentait encore le poids de ses aveux dans chaque fibre du tissu. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, je ne partirai plus. Pas tout de suite. J'ai des choses à comprendre, des comptes à régler, mais pas avec violence, avec vérité. » Elle le regarda longuement. Il n'était plus le mystère élégant de la veille. Il était un homme cassé, recomposé et prêt à affronter les décombres de son monde. « Alors je suppose que tu dois commencer par Antoine, dit-elle. Il acquiesça. Lui et bien d'autres. Mais je ne le ferai pas seul. Tu crois que je vais t'aider? S'étonna-t-elle. Non, mais j'espère que tu verras que ce que j'ai fait n'était pas pour te tromper. C'était la seule façon que j'avais de survivre. Ils restèrent là encore longtemps, jusqu'à ce que la pluie cesse, jusqu'à ce que le silence du château soit de nouveau habité par la routine des domestiques et le bruissement discret des invités. Lorsqu'ils ressortirent enfin du pavillon, le soleil perçait à peine les nuages, mais la lumière suffisait à faire briller les gouttes sur les feuilles. Un monde avait basculé, mais il restait encore debout, et pour la première fois depuis le début de cette étrange aventure, Élodie se sentait pleinement dans l'instant, ni dans le passé, ni dans le futur, juste là, entre les ruines et la possibilité d'un autre chemin. Ils revinrent à la réception comme deux silhouettes déconnectées de la scène, traversant le jardin détrempé, les chaussures couvertes de boue, les vêtements froissés par l'humidité. Le château paraissait plus froid qu'à leur arrivée, comme si les colonnes elles-mêmes retenaient leur souffle après la secousse que l'aveu de Louis avait provoquée. Les convives avaient retrouvé une posture feinte de légèreté, reprenant les conversations là où elles avaient été interrompues, mais les regards continuaient de s'attarder, discrets, insistants. Élodie marchait légèrement en retrait de Louis, l'esprit envahi par une cacophonie de pensées qu'elle ne parvenait pas à ordonner. Rien dans ce qu'elle avait cru comprendre de lui ne correspondait désormais à la vérité dévoilée. Chaque geste, chaque mot prononcé ces derniers jours se tordait sous la lumière nouvelle de ce qu'elle savait désormais. Dans le hall, un majordome leur demanda poliment mais fermement de patienter à l'écart. Louis hocha la tête sans discuter. Ils s'installèrent dans un petit salon adjacent, au mobilier figé dans une époque lointaine. Des portraits au cadre doré ornèrent les murs, tous représentant des membres oubliés de famille qui avaient probablement partagé les mêmes illusions de permanence. Élodie ne s'assit pas. Elle resta debout, les bras croisés, le regard fixé sur un point invisible. Louis l'observait sans insistance, les mains jointes entre ses genoux. « Tu aurais pu me dire, » murmura-t-elle après un long silence. « Pas aujourd'hui, pas comme ça, mais avant. Tu aurais pu me laisser le choix de t'emmener ou non. Tu as raison, j'aurais dû. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il se leva lentement, s'approcha sans la toucher. « Parce que je voulais savoir si j'existais encore sans ce nom, si je pouvais être autre chose qu'un héritier, un fugitif, un fantôme. Et avec toi, j'ai cru que c'était possible. Juste un homme sur un banc, un inconnu, quelqu'un que l'on regarde sans soupçon. Et tu t'es accroché à ça au point de me mentir par omission. Ce n'était pas un mensonge, c'était une fuite. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de fuir, pas après ce que tu m'as permis de voir en moi, et surtout pas après avoir vu ce qu'est devenu le monde auquel j'appartenais. » Elle le fixa, la gorge nouée. « Tu me mets dans une position intenable, Louis. Tu sais ce que ce mariage représente pour moi? Pas pour le spectacle. Pour moi, c'était ma manière de montrer que je n'étais plus la fille abandonnée, que j'avais survécu. Et voilà que je deviens à nouveau le centre d'un scandale. À nouveau un personnage secondaire dans un drame qui ne m'appartient même pas. Tu n'es pas secondaire, Élodie. Tu es celle qui m'a offert un regard neuf, celle qui m'a tendu une main sans condition. Et aujourd'hui, tu es celle qui peut choisir. » « Choisir quoi ?» demanda-t-elle amère. « Si tu veux encore marcher à mes côtés, ou si tu préfères me laisser reprendre seul le chemin que j'aurais dû emprunter il y a des années. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière les interrompit. Antoine venait d'entrer dans le salon. Son costume impeccable contrastait avec l'orage de son regard. Il ferma la porte derrière lui, s'avança jusqu'à Louis, le regard droit. « Tu es un parasite. Tu surgis au moment exact où tout devait être parfait. Tu gâches tout. »« Non, Antoine, » répliqua Louis sans hausser le ton. « Je n'ai rien gâché, c'est toi qui vis dans une fiction parfaite. »
Et toi, tu vis dans un monde de moralité à géométrie variable? Tu as fui comme un lâche. Tu as laissé ta famille s'effondrer sous le poids des rumeurs, et tu reviens avec une serveuse pour faire ton grand retour? Le mot fit l'effet d'un fouet. Élodie tressaillit. Elle se redressa, regarda Antoine droit dans les yeux. « Je ne suis pas une serveuse dans ta comédie de pouvoir, Antoine. Je suis celle que tu as laissée parce que ta famille m'a jugée indigne. Celle qui a reconstruit sa vie sans héritage, sans influence, sans artifice. Tu m'as peut-être oublié, mais je me suis souvenu de chaque humiliation. » Antoine détourna brièvement les yeux, piqué, mais revint à Louis. « Que comptes-tu faire? Dénoncer tout le monde? Faire tomber l'empire marchand et ceux qui ont su s'adapter? » « Non, » répondit Louis. « Je compte remettre la vérité au centre. Tu sais aussi bien que moi que ce mariage est une alliance politique. Tu as des intérêts avec le père de Camille, des accords scellés dans l'ombre. Ce n'est pas un mariage, c'est un contrat. » Antoine avança d'un pas menaçant. « Si tu ouvres la bouche, tu emporteras tout le monde avec toi. Tu ne survivras pas à ce que tu t'apprêtes à faire. J'ai survécu à l'anonymat, à la faim, à la solitude. Je survivrai à la vérité. » Il tourna alors son regard vers Élodie, plus doux, presque suppliant. « Mais je ne veux pas t'emmener là-dedans, toi. Tu n'as pas à porter ce fardeau. »« Trop tard, dit-elle. Tu m'as déjà emmené avec toi. Je ne sais pas encore si je te pardonne. Mais je ne veux pas rester ici, entre ces murs pleins, de regards qui jugent sans rien comprendre. » Louis fit un pas vers elle, hésitant. « Alors viens, on part maintenant. On laisse cette mascarade derrière nous. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Antoine se mit entre eux. « Tu ne partiras pas d'ici comme un héros, Louis. Pas avec elle. »« Je ne suis pas un héros, dit-il. Et elle ne m'appartient pas. Elle est libre de ses pas. C'est ce qui vous échappe tous dans ce monde d'apparence. La liberté n'est pas un luxe, c'est une décision. » Élodie inspira profondément. Puis elle se tourna vers Louis. « Sors, attends-moi. » Dehors. Il comprit. Il sortit sans mot dire, la laissant seule avec Antoine. Elle s'approcha de son ancien fiancé, le regard clair. « Tu as gagné ton mariage, ton alliance, ton image parfaite. Mais tu as perdu ce que tu croyais mépriser. Tu m'as perdu pour de bon, Antoine. Et cette fois, je ne pleurerai pas. » Elle sortit à son tour, le laissant seul dans le salon, figé dans son costume trop ajusté, entouré de portraits qui ne le regardaient non plus. Lorsqu'elle retrouva Louis dans la cour, il leva les yeux vers elle, sans parler. Elle prit sa main, et sans un mot, ils quittèrent le château ensemble, sous une lumière pâle, vers une vérité que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore deviner. Le silence des couloirs fut bientôt remplacé par le bourdonnement bavard de la salle de réception, où les invités s'étaient réfugiés après la cérémonie pour se réchauffer autour des buffets dressés avec une minutie presque théâtrale. Tout y respirait la richesse sobre des unions politiques. Argenterie ancienne, composition florale blanche, musique jouée par un petit orchestre discret, mais parfaitement réglé. Élodie et Louis franchirent les portes avec l'assurance, silencieuse de ceux qui savent que chaque regard pèsera plus qu'un mot, chaque murmure portera plus loin que la vérité. Leur retour n'était pas une réapparition, c'était un événement. Les têtes se tournèrent avec une synchronicité troublante. Certains feignaient de ne pas voir, d'autres fixaient, sans retenue. Louis, pourtant, n'affichait aucune gêne. Il avançait avec la même posture droite, les mains jointes dans le dos, comme s'il examinait calmement le théâtre d'un souvenir ancien. Élodie, elle, sentait chaque pas peser plus que le précédent. Ce n'était pas la peur, ni la honte. C'était une fatigue étrange, une lucidité brutale. Elle n'avait plus envie de plaire, ni d'être tolérée. Ils se postèrent à l'écart, près d'un buffet où l'on servait du foie gras sur des toasts triangulaires. Une serveuse s'approcha pour proposer du champagne, qu'ils refusèrent tous les deux. Un homme, que Louis reconnut sans l'exprimer, leur lança un signe de tête prudent, avant de détourner les yeux, comme s'il avait reconnu une silhouette qu'il espérait appartenir à un rêve. Camille arriva peu après. Elle glissait dans la foule comme un serpent dans un champ de blé, sa robe parfaitement ajustée, ses gestes précis, trop maîtrisés pour être naturels. Elle s'approcha d'un petit podium improvisé, posa une main sur le micro que l'orchestre avait abandonné un instant et tapota doucement pour capter l'attention. « Mes chers invités », commença-t-elle avec ce ton suave que seuls les politiciens et les actrices de théâtre savent manier, « je voudrais vous remercier pour votre présence aujourd'hui
malgré la météo, malgré les surprises. Elle lança un regard appuyé vers le coin de la salle où se tenaient Élodie et Louis. Un petit rire étouffé courut dans l'assistance. Les mariages sont faits pour réunir les êtres chers, les familles, les amis, parfois même des visages du passé. Et comme chacun ici aime les contes, permettez-moi de vous en offrir un. Une jeune femme, issue d'un quartier modeste, croise le chemin d'un homme sans domicile fixe, qu'elle élève à la dignité d'invité parmi les puissants. Quelle belle parabole, n'est-ce pas? Un silence mordant suivit ces mots. Quelques rires nerveux fusèrent, étouffés. Antoine, posté un peu en retrait, semblait tenté d'intervenir, mais il n'en fit rien. Son regard suivait Louis, attendant sa réaction. Élodie sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas tant les mots que le ton. Le mépris glissait dans chaque syllabe. Elle se tourna vers Louis, prête à lui dire qu'il pouvait en partir, que cela n'avait plus d'importance. Mais il fit un pas en avant. « Puisque nous parlons de contes, dit-il à haute voix, il me semble juste d'en corriger certains détails. » La voix de Louis coupa net les rumeurs. Il n'avait pas crié. Il avait parlé avec une clarté froide, celle qui ne demande pas le silence, mais l'impose. Le sans-abri dont vous parlez n'a pas demandé qu'on l'invite ici. Il n'a rien volé à personne, ni place, ni statut. Il est venu en tant qu'invité, comme chacun de vous. Et contrairement à certains, il n'a pas eu besoin de mensonges pour mériter d'être écouté. Un souffle passa dans la salle. Camille ouvrit la bouche, mais Louis ne lui laissa pas le temps. « Mon nom est Louis Marchand. » Un murmure choqué s'éleva. Les plus âgés dans l'assistance échangèrent des regards consternés, certains cherchant à vérifier l'information sur leur téléphone. « Oui, celui que vous pensiez disparu, celui que vous avez enterré sous les rumeurs, les accusations, les silences complices. Je suis venu ici par hasard et c'est par honnêteté que je me tiens devant vous maintenant. » Il jeta un regard circulaire sur l'assemblée, puis s'attarda sur Camille. « Vous avez utilisé ce mariage comme un acte politique. Vous avez construit une union sur l'intérêt, la posture et la peur. Et aujourd'hui, vous tentez de ridiculiser une femme qui n'a fait que me tendre la main. » Il se tourna vers Élodie. « Je n'ai jamais connu plus de noblesse qu'en elle, ni plus de vérité. Et c'est vous, Camille, qui devriez vous interroger sur ce que vous célébrez aujourd'hui. Un amour ou un marché ?» Camille blême recula d'un pas. Antoine avança alors, les traits tendus. « Louis, tu te crois où? Tu veux quoi exactement? Faire justice devant des invités. Non, je veux juste que la vérité soit nommée. Tu n'as pas épousé Camille par amour. Tu l'as fait pour sauver ta réputation, pour t'associer au père qui te finance. Je sais tout sur vos investissements. Communs. Sur les terrains rachetés discrètement par des prête-noms. Sur les contrats passés en commission fermée. Un silence de plomb suivit. Aucun des invités n'osait bouger. Antoine voulut répliquer, mais la présence de Louis, ancrée comme un roc, le clouait sur place. « Tu vas le regretter », souffla-t-il entre ses dents. « Peut-être, mais je ne regretterai jamais d'avoir protégé quelqu'un de ton mépris. » Louis attrapa doucement la main d'Élodie. « Allons-nous-en. Nous n'avons plus rien à prouver ici. » Ils quittèrent la salle sans se retourner, laissant derrière eux un château figé dans une scène sans suite. Personne ne les suivit, personne n'osa les retenir. Et si certains tentèrent de reprendre leur conversation, rien ne parvint à effacer l'impact de ce moment. Car une vérité, une fois dite à voix haute, ne se recouvre plus de fleurs ni de champagne. Elle reste là, au centre de la pièce, plus nue que n'importe quel discours. Dans la voiture qui les ramenait à la ville, Élodie restait silencieuse. Elle n'éprouvait ni triomphe, ni fierté, seulement une sorte de paix étrange, comme si enfin tout avait été remis à sa place. Louis, lui, regardait le paysage défiler. Il ne souriait pas. Il n'avait pas gagné, mais il avait retrouvé son nom, non pour s'en enorgueillir, mais pour le redonner à sa conscience. Et dans ce silence partagé, ils comprirent que quelque chose d'irréversible avait été accompli. Non une vengeance, mais une délivrance. Et peut-être, au cœur de cette nuit en mouvement, le début de ce qu'aucun d'eux n'avait osé rêver. Lundi matin. La pluie des jours précédents avait laissé derrière elle une lumière pâle, presque métallique, qui baignait les rues étroites de Lyon. Élodie se réveilla dans son petit appartement, le bruit des trams au loin se mêlant au pas feutré des voisins dans la cage d'escalier. Elle avait dormi peu, agitée par les échos du week-end. Depuis leur retour du château, ni elle, ni Louis n'avaient parlé de ce qui s'était passé.
Ils s'étaient séparés d'un simple regard, lui s'éloignant vers un hôtel discret qu'elle connaissait de nom, elle reprenant son chemin vers sa mère, à qui elle n'avait rien dit encore. Elle alluma son vieux téléphone, s'attendant à des messages de collègues ou à des rappels médicaux. Mais ce qu'elle trouva en haut de sa boîte de réception était autre chose. Un message anonyme, sans nom, sans sujet. Le texte était court. « Tu devrais voir ce que cache ton ancien fiancé, regarde les pièces jointes. » Elle hésita, le cœur battant, puis ouvrit le premier document. Ce qu'elle lut la cloua sur place. Il s'agissait de copies de contrats, de virements bancaires, de notes internes. Tous reliés, de façon plus ou moins voilée, Antoine Delamarre à une série d'opérations financières suspectes. Des achats de terrains publics revendus à des entreprises écrans, des projets immobiliers couverts par des fondations culturelles et surtout des transferts massifs vers des comptes liés à une société offshore enregistrée au Luxembourg. Le plus accablant était un échange d'emails entre Antoine et un certain V. Vernier, sans doute le père de Camille, évoquant le besoin de maintenir l'image propre jusqu'au mariage et d'éviter les fuites jusqu'à l'accord final. Élodie lut, relut, recopia même une partie sur une feuille pour s'assurer de comprendre. Il n'y avait plus de doute. Ce mariage n'avait jamais été une célébration d'amour. C'était une transaction, un acte stratégique, une opération de blanchiment social, orchestrée avec la minutie cynique des grandes familles. Elle passa une veste sur son pyjama, enfila des bottines et descendit précipitamment dans la rue. Son souffle formait de petites nuées devant sa bouche. Elle prit un bus sans réfléchir, le premier qui passait, et descendit quelques arrêts, plus loin devant un petit café à l'écart, dont elle savait que Louis s'y rendait parfois le matin. Il était là, installé à une table près de la fenêtre, un café noir devant lui, un journal replié sous le coude. Il leva les yeux dès qu'elle entra, lut l'urgence sur son visage et se leva sans parler. Elle s'assit en face de lui et posa le téléphone sur la table. « Regarde !» Il prit l'appareil, fit défiler les documents, les courriels, les montages. Son visage ne changea pas d'expression, mais ses yeux, eux, devinrent plus sombres à chaque page. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda-t-il. « Anonyme. Je n'ai aucune idée. Peut-être un employé, peut-être quelqu'un que ça dérange. Mais c'est vrai, non ? Oui, ce que tu as là pourrait faire tomber Antoine et plus encore son réseau, Camille, son père, les investisseurs, les mères associées à leur projet. Tu savais déjà ? Une partie. J'avais des soupçons depuis longtemps. Je savais que mon père, avant de mourir, avait déjà été approché pour certains projets de développement en lien avec eux. Mais ces preuves, c'est plus que ce que j'imaginais. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. Il se pencha en avant, posa doucement la main sur le téléphone. « Ce n'est pas à toi de faire quoi que ce soit. Tu ne dois pas t'impliquer plus que tu ne l'as déjà été. »« C'est trop tard, Louis, tu le sais. Je suis déjà mêlé à tout ça. Ils m'ont humilié en public. Et s'ils me soupçonnent d'avoir reçu ça, ils peuvent chercher à me faire taire. Je ne te laisserai pas seul. » Il parla calmement, sans emphase, comme une promesse gravée dans la pierre. Élodie acquiesça, soulagée malgré elle. Puis, après un long silence, elle dit « Et si on faisait ce qu'ils redoutent, le plus? Si on rendait ça public ?» Louis hocha lentement la tête. Pas tout de suite, pas brutalement. Il faut d'abord consolider les preuves, s'assurer que tout est traçable, et surtout que la presse indépendante soit prête à publier sans céder aux pressions. Tu penses qu'ils vont essayer d'étouffer? J'en suis certain. Et pas seulement avec de l'argent. Ils ont les moyens d'intimider, de manipuler, de salir ceux qui oseraient parler. Alors comment on fait? Il se redressa, plus déterminé. On les prend à leur propre jeu. On montre qu'on n'a rien à perdre. On agit sans peur, mais méthodiquement, avec précision, comme eux. Ce jour-là, ils commencèrent un travail d'ombre. Louis contacta un ancien journaliste d'investigation qu'il avait connu avant sa disparition, un homme réputé pour son intégrité et sa ténacité. Élodie, de son côté, chercha à vérifier la validité des documents auprès d'une connaissance travaillant dans une étude notariale. Chaque détail, chaque chiffre, chaque nom fut croisé, recoupé, validé. Mais le plus difficile fut de rester discrète. Au café, les collègues avaient entendu parler de la scène au château. Certains l'évitaient, d'autres, au contraire, s'approchaient avec une curiosité malsaine, posant des questions déguisées sous forme de compassion. Élodie apprit vite à reconnaître les regards sincères des regards avides. Un soir,
Alors qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, elle trouva un mot glissé sous sa porte. Une simple feuille, sans signature. « Tu joues avec le feu. Arrête pendant qu'il est temps. » Elle montra le mot à Louis. Il le lut, puis le brûla dans un cendrier sans commenter. « C'est la preuve que nous avons raison d'avancer, » dit-il seulement. Malgré les risques, malgré les menaces, ils continuèrent. Parce que désormais, la vérité ne leur appartenait plus. Elle était une promesse faite au silence. Une dette envers tous ceux que ces jeux de pouvoir avaient broyés. Et au fond d'eux, ils savaient que ce combat ne les mènerait peut-être pas à la paix, mais il leur rendrait la dignité, celle qu'aucun château, aucune robe blanche, aucun toast de champagne ne pourrait jamais acheter. Le ciel de Lyon avait pris cette teinte particulière entre le bleu cendré et le jaune laiteux, comme si le soleil fatigué tentait de percer une couche de brume trop dense pour se dissiper. Les jours s'égrenaient, lourds et discrets, tandis qu'Élodie et Louis poursuivaient leurs tâches souterraines, avec un mélange d'obstination silencieuse et de prudence méthodique. Chaque matin apportait son lot de vérifications, d'appels codés, de messages chiffrés. Ils savaient qu'ils touchaient à quelque chose de profond, d'assez grave pour que les premières fuites dans la presse puissent provoquer une réaction en chaîne. Mais ce matin-là, Louis proposa de faire une pause. Ce n'était pas une fuite ni un abandon temporaire, c'était une nécessité. Il téléphona à Élodie tôt, lui donnant rendez-vous dans un parc situé à la limite du centre-ville, un de ces endroits oubliés où les arbres formaient une arche naturelle au-dessus d'un chemin en terre battue. Elle y alla un peu méfiante, un peu curieuse. Quand elle arriva, il l'attendait, un carnet à la main, assis sur un banc usé par le temps. Il se leva, lui tendit une écharpe qu'il avait apportée. « Il fait plus froid que je pensais, » dit-il. Elle l'accepta sans un mot, s'assit à ses côtés, s'enroulant dans la laine rêche mais chaude. Un silence s'installa. Ce n'était pas un silence pesant, mais plutôt celui qui précède une annonce. Elle le savait. Il avait cette manière de regarder droit devant lui quand quelque chose mûrissait au fond de ses pensées. « Je pars pour Bordeaux dans 3 jours. » Elle tourna la tête, surprise. Il continua sans la regarder. « Je dois y retourner, non seulement parce que c'est là que tout a commencé, mais aussi parce que c'est là que je peux vraiment reprendre ce qui me revient. Le domaine est en léthargie. Le conseil d'administration n'a jamais été dissous. Mon nom, malgré tout, a encore une portée juridique. Et avec les preuves que nous avons, je peux faire pression. Pas pour récupérer l'argent. Pour transformer ce que mon père avait bâti en quelque chose d'utile. » Elle ne dit rien. Il se tourna alors vers elle, ses yeux fixant les siens avec une intensité qu'elle connaissait désormais trop bien. « Je veux créer un projet social, quelque chose de concret, une fondation, une école de viticulture ouverte aux jeunes, sans ressources, un réseau de solidarité pour les travailleurs saisonniers. Et je veux lui donner un nom, celui de ta mère. » Elle le regarda, le souffle coupé. « Pourquoi elle ? Parce qu'elle t'a appris la bonté, la générosité, la résilience. Et parce que sans toi, je n'aurais jamais osé sortir de l'ombre. Ce nom représente l'origine de tout ce que j'essaie de réparer. » Elle posa les mains sur ses genoux, cherchant à retenir le tremblement qui montait. Louis ne s'arrêta pas là. « Je veux que tu viennes avec moi. » Les mots simples tombèrent entre eux comme une pierre dans une eau calme. Elle sentit leur poids immédiatement. « Tu veux que je t'accompagne à Bordeaux ? » ?»« Oui, pas comme une compagne ou une assistante, comme une partenaire. Tu es intelligente, intuitive, forte. Tu as vu ce que je suis sans le nom, sans les titres. Tu peux m'aider à faire de cette entreprise quelque chose d'humain, pas un empire, un refuge. » Elle ne répondit pas tout de suite. Le parc autour d'eux semblait suspendu, comme si les oiseaux eux-mêmes attendaient son choix. Elle se leva, marcha quelques pas, la tête pleine d'images contradictoires. D'un côté, sa mère, fragile, toujours dépendante. De l'autre, la possibilité d'un avenir où elle ne serait plus simplement celle qui sert, celle qui observe, mais celle qui construit. « Tu me demandes de tout quitter, murmura-t-elle. « Non, je te propose de commencer autre chose. Et si je refuse ? Alors je partirai seule, je t'écrirai, je te remercierai, et je ne reviendrai que si tu m'y invites. » Elle se retourna, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. « Tu crois vraiment que j'ai ma place dans ce monde-là ? Je crois que c'est ce monde-là qui a besoin de gens comme toi. » Ils restèrent longtemps dans le parc à parler, à peser les possibilités, à envisager les obstacles. Il ne lui promit rien d'autre que la vérité. Pas de richesse,
pas de succès garanti, mais une vision sincère d'un avenir reconstruit sur les ruines d'un passé corrompu. Il lui montra les plans, les premiers budgets, les lettres d'intention qu'il avait reçues de quelques partenaires discrets. Tout était réel, possible, mais fragile. En rentrant chez elle, Élodie trouva sa mère éveillée, assise sur le canapé, les jambes sous une couverture. Elle lui parla de Bordeaux, sans entrer dans les détails. Sa mère l'écouta sans l'interrompre. Puis à la fin, elle lui prit la main. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le penses. Si tu crois en ce projet, tu dois y aller. Pas pour fuir, pour bâtir. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Élodie commença à réfléchir en silence, à faire des listes, à imaginer ce que serait une vie ailleurs. Mais au fond d'elle, une voix lui répétait qu'elle ne pouvait pas abandonner si facilement. Sa mère avait besoin d'elle, et elle-même n'était pas certaine de pouvoir faire confiance à Louis malgré tout ce qu'il avait partagé. Mais une chose était certaine, il lui avait offert un choix. Et pour la première fois depuis des années, ce choix n'était pas dicté par la nécessité, mais par la possibilité. Cela, à lui seul, valait plus que toutes les promesses. Le matin où elle aurait dû donner sa réponse, Élodie resta, assise à la table de la cuisine pendant de longues heures, une tasse de café froid entre les mains. Le silence de l'appartement n'était troublé que par le bruit lointain de la circulation. Sa mère dormait encore, les médicaments lui garantissant des matinées longues et engourdies. Chaque détail autour d'elle semblait chargé, d'une importance disproportionnée. Les rideaux légèrement déchirés, les carreaux délavés du sol, les miettes sur la nappe. Tout rappelait les années de lutte, les renoncements quotidiens, les efforts invisibles pour maintenir un semblant de normalité malgré la fatigue constante. Louis devait partir pour Bordeaux à midi. Il lui avait laissé un message la veille « Je t'attendrai à la gare jusqu'au dernier appel. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais sache que je ne cesserai pas de croire en toi, où que tu sois. » Elle avait lu cette phrase une dizaine de fois. Elle oscillait entre le désir d'un avenir nouveau et la peur viscérale d'abandonner ce qu'elle avait toujours tenu à bout de bras. Elle ne voulait pas être ingrate. Sa mère comptait sur elle, et elle ne se sentait pas encore prête à confier à d'autres la gestion de cette vie fragile. Pourtant, depuis l'annonce de Louis, la ville s'était mise à changer de visage autour d'elle. Dans les jours qui suivirent leur confrontation au château, les regards qu'on lui adressait avaient muté. Ses collègues du café, jadis indifférents, se faisaient désormais plus curieux, certains même un peu obséquieux. Des clientes régulières, qui ne l'avaient jamais remarqué, la saluaient désormais avec chaleur, souvent en chuchotant entre elles dès qu'elle tournait le dos. Une rumeur circulait, évidemment. On disait qu'elle était liée à une grande famille, qu'elle avait provoqué un scandale lors d'un mariage bourgeois. D'autres affirmaient qu'elle était la complice d'un homme en quête de vengeance. Mais ce qui la troublait le plus, ce n'était pas le changement de regard, c'était l'hypocrisie. Certains qui l'avaient ignorée ou humiliée dans le passé faisaient désormais mine de la respecter, non pas pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait dans leurs imaginations. Elle comprenait soudain, avec une clarté amère, que l'ascension sociale, même simulée, suffisait à transformer la perception des autres. Et cela la dégoûtait. Elle avait toujours voulu être regardée pour ce qu'elle faisait, pas pour ce qu'on croyait qu'elle possédait. Mais maintenant que la porte était entr'ouverte, pouvait-elle vraiment revenir en arrière? Pouvait-elle rester dans cette ville, continuer à servir des cafés à ceux qui la traitaient différemment, sans avoir jamais changé eux-mêmes? Pouvait-elle ignorer cette main que Louis lui avait tendue, non comme une issue de secours, mais comme une invitation à bâtir? Ce qui l'empêchait de faire ses valises, ce n'était pas la peur de l'échec, c'était la peur de trahir. Trahir sa mère qui lui avait tout donné malgré la maladie, trahir ses habitudes qui, bien qu'usantes, étaient devenues des ancrages. Et au fond, la peur de se trahir elle-même, de croire qu'elle méritait plus que cette vie, alors qu'elle avait passé tant de temps à la défendre. En fin de matinée, elle alla s'asseoir près de sa mère. La vieille femme ouvrit les yeux lentement, reconnut sa fille et lui sourit. « Tiens, tu es encore là, murmura-t-elle. « Oui, tu devrais y aller. » Élodie la regarda stupéfaite. « Quoi ? Je ne suis pas idiote, Élodie. Je sais que quelque chose a changé. Tu marches comme quelqu'un qui porte une décision. Et je sens quand tu hésites. Va. Si tu restes ici, tu vas t'éteindre doucement. Tu as trop donné. Il est temps que quelque chose te soit rendu. Mais toi, et si je dois partir, je préfère que ce soit en sachant que tu vis enfin.
Tu ne me dois rien. Tu m'as déjà tout donné. Tu m'as tenu en vie, plus longtemps que les médecins ne l'auraient cru. Il est temps que tu choisisses pour toi. » Les mots la frappèrent plus fort que les documents anonymes, les regards condescendants ou même l'humiliation publique. Elle sentit une larme rouler sur sa joue sans pouvoir la retenir. Elle serra la main de sa mère longtemps, puis se leva. Il restait 1 heure avant le départ du train. Mais au lieu de courir à la gare, elle se rendit à un autre endroit. Un centre de formation nocturne qu'elle avait repéré depuis des mois mais dont elle n'avait jamais osé franchir les portes. Elle s'inscrivit à un cours de gestion et d'administration d'entreprise en expliquant brièvement sa situation. La secrétaire, étonnée de son calme et de sa détermination, la guida sans poser trop de questions. En sortant, Élodie marcha longtemps dans les rues familières. Puis elle rentra chez elle, alluma une bougie sur la table et écrivit une lettre. Le soir venu, un coursier discret frappa à la porte de l'hôtel où Louis logeait. Il tenait une enveloppe cachetée. Le réceptionniste l'amena jusqu'à lui. Louis l'ouvrit immédiatement. Il y trouva quelques lignes, écrites à la main. « Je ne viens pas aujourd'hui. Ma place est ici encore un peu, aux côtés de celle qui m'a porté. Mais j'ai commencé à changer les choses. J'ai repris mes études. J'ai un plan. Je veux apprendre à bâtir pour ne plus survivre. Je veux marcher à mes côtés et non derrière qui que ce soit. Je sais que tu comprendras. Ne m'attends pas, mais ne m'oublie pas. » Louis lut la lettre 2 fois, puis la replia lentement. Il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Mais dans son regard, un éclat nouveau apparut. Il comprenait. Et c'était tout ce qu'il fallait. Les semaines qui suivirent furent marquées par un rythme nouveau, à la fois plus intense et paradoxalement plus calme. Élodie, désormais inscrite au cours du soir en gestion, passait ses journées à servir les clients au café comme elle l'avait toujours fait, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne se laissait plus atteindre par les regards. Elle ne cherchait plus à se faire oublier. Elle existait simplement avec cette discrète certitude intérieure que, même si le monde autour d'elle n'avait pas changé, elle n'était plus la même. Ces soirs devenaient des rendez-vous avec les chiffres, les bilans, les projets fictifs à rédiger, les études de cas à résoudre. Les livres de comptabilité et les notes de cours s'entassaient dans sa chambre, à côté des tasses de thé tiède et des biscuits oubliés. Sa mère, plus affaiblie, dormait souvent en début de soirée, ce qui permettait à Élodie de se consacrer à ses études avec un sérieux qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Elle n'avait plus revu Louis depuis l'envoi de la lettre. Il était parti pour Bordeaux comme prévu sans répondre. Aucun appel, aucun message. Mais une fois, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle trouva une enveloppe contenant une brochure luxueusement imprimée. C'était le plan de la fondation. En première page, un logo sobre, puis un titre « Maison claire pour celles et ceux qui reconstruisent ». En bas, en lettres discrètes, son propre nom figurait parmi les membres fondateurs honoraires. Elle resta longtemps debout dans le couloir, la brochure entre les mains, les yeux fixés sur son nom imprimé, comme si elle doutait encore d'être bien la personne qu'on y désignait. Malgré le sentiment de progression, Lyon n'était pas devenue une ville plus douce. La rumeur avait muté, prenant de nouvelles formes. Certains disaient qu'elle avait refusé un mariage prestigieux, d'autres qu'elle avait été achetée pour se taire. On la traitait tantôt comme une victime héroïque, tantôt comme une opportuniste rusée. Cette ambiguïté flottante la mettait mal à l'aise. Elle voulait être vue pour ce qu'elle faisait, pas pour ce que les gens imaginaient. Un soir, elle surprit 2 collègues parlant d'elle en salle de pause. L'un disait qu'elle avait perdu sa chance, l'autre qu'elle avait dû être rejetée au dernier moment. Elle entra sans un mot, les regarda dans les yeux, puis se servit un café. Personne ne reparla jamais d'elle en sa présence. Ce mutisme était une forme de respect ou de peur, mais ce n'était pas de l'amitié. Ce fut durant un cours du soir particulièrement dense que l'idée du café lui vint. Pas celui où elle travaillait, mais un autre, un qu'elle pourrait créer, un lieu à elle, inspiré de ce que Louis voulait faire à Bordeaux, mais à sa manière. Un endroit modeste, mais accueillant, où les gens fragiles pourraient venir. Lire, travailler, apprendre, se retrouver. Elle commença à griffonner des plans pendant les pauses, à construire des budgets approximatifs. Elle imagina même les meubles, l'éclairage, les couleurs des murs. Elle donna à ce projet un nom presque sans y penser. Café clair en hommage à sa mère, qu'il avait élevé dans la lumière malgré la pauvreté et la maladie.
Quand elle lui montra le plan, un jour où elle était assez lucide, sa mère eut un sourire fatigué mais ému. « Tu vas le faire ? » ?»« Oui, pas tout de suite, mais bientôt, quand je serai prête. » Ce « bientôt » n'était pas une fuite, c'était une promesse. Elle savait que les moyens financiers lui manquaient encore, mais ce qu'elle ignorait, c'était que quelqu'un les lui avait discrètement fournis. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à payer les frais d'un module supplémentaire pour sa formation, on lui annonça que tout avait déjà été réglé. Elle insista pour connaître le nom du donateur, mais l'administration refusa. Quelques jours plus tard, elle reçut un message anonyme. « Un vrai mécène ne demande pas à être vu. Continue. » Elle ne doutait pas une seconde de l'auteur. Elle aurait pu se sentir en dette, mais ce qu'elle ressentit fut autre chose. Une reconnaissance calme. Louis n'attendait rien en retour. Il ne cherchait ni gratitude ni loyauté. Il l'aidait à distance, respectant son choix, sans jamais l'étouffer. Et cela lui donna encore plus de force. Elle réduisit ses heures au café, consacrant davantage de temps à ses études et à la recherche d'un local. Elle visita des endroits abandonnés, parla à des commerçants, étudia les formalités administratives. Elle commença aussi à lire des ouvrages sur le financement participatif, sur les structures coopératives, sur les modèles hybrides entre commerce et entraide. Elle savait qu'elle n'ouvrirait pas en quelques semaines, peut-être même pas en quelques mois. Mais elle avançait, elle bâtissait. La santé de sa mère se dégradait lentement, mais sans crise. Élodie était là, chaque jour, à ses côtés. Elle parlait peu, mais les regards, les silences, les gestes disaient tout. Un soir, alors qu'elle l'aidait à se coucher, sa mère murmura « Tu as changé. » En mieux ? En vrai ? Puis elle ferma les yeux et s'endormit. Ce fut dans ce quotidien fait de luttes discrètes et de victoires intimes qu'Élodie comprit quelque chose d'essentiel. Elle n'avait pas besoin de quitter Lyon pour se transformer. Elle n'avait pas à suivre Louis pour devenir grande. Elle n'avait qu'à croire assez en elle-même pour créer ici, dans sa ville, un lieu où l'on ne demanderait à personne d'où il vient pour décider de sa valeur. Elle n'était pas restée parce qu'elle avait eu peur. Elle était restée parce qu'elle avait choisi. Et cette simple nuance changeait tout. Elle ne savait pas quand elle reverrait Louis. Elle n'en avait pas besoin. Ce qu'ils avaient partagé n'était pas une histoire d'amour incomplète. C'était une rencontre fondatrice. Une onde qui continuerait de résonner peu importe la distance. Un jour, elle lui écrirait peut-être, peut-être pas. Mais elle savait qu'il savait et que cela suffisait. Le printemps arriva à Lyon sans fanfare, glissant sur la ville comme une promesse discrète. Les arbres de la presqu'île se couvrirent de jeunes feuilles vert pâle. Les marchés reprirent leur couleur, et les terrasses se remplirent de rires légers. Ce fut dans cette atmosphère douce que le Café Clair ouvrit ses portes. Installé dans un ancien atelier, de couture réaménagé avec soin, le lieu respirait la simplicité élégante. Murs clairs, étagères de livres usés mais choisis, banquettes en bois, quelques plantes suspendues. Une table d'accueil proposait du café filtre à prix libre, et dans un coin, une grande ardoise affichait les ateliers à venir. Écriture, lecture partagée, cuisine solidaire. Élodie, en blouse noire et jean, saluait les clients avec un sourire calme. Elle n'était plus la serveuse effacée du café des Canutes. Ici, tout portait son empreinte. Le comptoir construit avec des palettes qu'elle avait poncées elle-même, les tasses dépareillées qu'elle avait chinées le dimanche matin. Le nom au-dessus de la porte, peint à la main par une artiste locale, en lettres simples, clair comme un souffle. Elle n'avait pas voulu inscrire son propre nom nulle part, mais tous savaient que c'était elle, la fondatrice. Elle, la force tranquille derrière chaque geste, chaque détail, chaque choix. Sa mère, quelques semaines avant l'ouverture, avait rendu son dernier souffle, paisiblement dans son sommeil un soir de pluie douce. Élodie avait veillé longtemps à son chevet, sans larmes, la main posée sur la sienne. Elle n'avait pas crié, pas supplié. Elle avait simplement murmuré « Merci ». À partir de ce moment-là, tout avait pris un autre rythme. L'absence était un vide immense, mais elle était aussi une place laissée pour que quelque chose pousse. Le jour de l'inauguration, il n'y eut pas de discours officiel, ni de champagne. Juste un panier de viennoiseries, un pot de confiture maison et du café chaud pour tous. Les amis, les voisins, quelques anciens collègues venus discrètement, s'étaient rassemblés. Certains avaient aidé,
D'autres simplement regardaient avec respect. Le local ne débordait pas de luxe, mais chaque recoin avait été pensé, pour accueillir, pour rassurer. Le succès, Élodie ne le mesurait pas en chiffres. Elle le voyait dans les sourires, les silences partagés, les gestes simples d'entraide qui naissaient entre les tables. Un mois passa, puis 2. Les ateliers attirèrent de plus en plus de monde. Une petite communauté se formait. Un homme sans emploi proposa d'organiser un cours de peinture. Une retraitée passionnée de cuisine offrait des déjeuners végétariens 1 fois par semaine. Élodie coordonnait, soutenait sans jamais s'imposer. Elle n'était pas une patronne, elle était une présence. Et cela suffisait à faire du Café Clair un lieu rare. Ce fut un mardi après-midi que tout changea. Le ciel était clair, les fenêtres ouvertes laissaient entrer une brise tiède. Élodie nettoyait les étagères, absorbée dans ses gestes, quand la clochette de la porte tinta. Elle se retourna machinalement. Un homme entra. Grand, mince, un manteau gris clair, une écharpe négligemment nouée. Il s'approcha du comptoir, les mains dans les poches. « Un café noir, s'il vous plaît », dit-il d'une voix tranquille. Elle resta figée un instant. Puis son cœur accéléra sans prévenir. Elle n'avait pas entendu cette voix depuis des mois. Elle leva les yeux. Louis, il avait changé. Son regard était plus apaisé. Son visage marqué par la route mais ouvert. Il ne portait plus le poids du secret, ni celui de la fuite. Il ne rayonnait pas d'assurance, mais d'une forme nouvelle de certitude tranquille. Il la regardait sans attendre, sans projeter. Juste là, présent. « Tu as trouvé l'endroit », murmura-t-elle. « J'ai suivi les rumeurs. On m'a parlé d'un café où l'on entre sans étiquette, où personne ne demande qui tu étais. J'ai pensé que ça devait être toi. » Elle lui servit le café sans trembler. Il le prit, le goûta, sourit. « Tu as bien appris. Je continue d'apprendre. » Il ne dirait rien d'autre pendant quelques minutes. Il regarda autour de lui, observa les livres, les affiches, les plantes. « Tout te ressemble ici, » dit-il enfin. « C'est moi, oui, mais c'est aussi ceux qui viennent. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. »« Et tu comptes la refermer, un jour ?»« Jamais. » Il hocha la tête. Puis il posa la tasse vide, se redressa. « Je ne suis pas venu pour déranger. Je voulais juste voir si tu étais heureuse. »« Et qu'as-tu vu ?»« J'ai vu quelqu'un de debout, quelqu'un qui n'a plus besoin de s'excuser d'exister. Et toi, moi, j'ai compris que partir n'était qu'un moyen de faire le tour de soi-même. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as donné, ce que tu as changé en moi. Je ne t'ai rien demandé, Louis. Justement, c'est ce qui a tout changé. » Elle le fixa longuement. Aucun besoin de promesse, aucun désir d'expliquer. Il y avait entre eux quelque chose de plus simple, plus rare. La reconnaissance profonde d'avoir été, à un moment, l'ancrage l'un de l'autre. Il fit un pas en arrière. « Si un jour tu veux... Je veux dire, si tu as envie de marcher encore un peu, ailleurs ou ici, appelle-moi. » Elle sourit. Un vrai sourire. Pas un masque. Pas un réflexe. « Je n'ai pas besoin de t'appeler, Louis. Tu es déjà là. » Il comprit. Il ne répondit pas. Il alla s'asseoir à une table près de la fenêtre, et elle retourna à ses étagères, le cœur plus léger que jamais. Pas parce qu'il était revenu, mais parce qu'il n'était jamais vraiment parti. Ils s'étaient retrouvés, en paix, égaux, vivants, libres. Et dans ce lieu qu'elle avait construit à partir de rien, Élodie comprit enfin que toutes les douleurs, toutes les pertes, tous les choix difficiles avaient mené à cet instant. Un moment, sans grandeur, apparente mais pur, plein. Et cela valait plus que tous les contes.